C'est bon, on va y aller. De toute façon, avec tout le blabla habituel du début des cours, même pour les retardataires, ne vont pas louper grand-chose. Je vous en prie, prenez place. Ouais, il va falloir que vous... Il n'y a plus beaucoup de bout de rang parce que les gens prudents se mettent toujours en bout de rang pour pouvoir s'échapper facilement. Bon, alors bienvenue au premier de mon dernier cours. Et je n'ai aucune idée de ce que je vais faire exactement. Bon, j'ai une idée en gros. En fait, je vais aborder un certain nombre de sujets et je vais vous faire un plan qui certainement n'aura qu'un souvenir, qu'un rapport accidentel avec ce qui se passera réellement. Donc, dans un premier temps, ne riez pas quand je mets le nombre de cours, 2 cours plus, parce que ça peut évoluer au fur et à mesure. 2 cours plus qui seront des précisions sur le cours de l'an dernier qui ont un intérêt indépendant. Donc, j'isole des points qui, effectivement, peuvent être abordés sans avoir suivi du tout le cours de l'an dernier. Alors, dans ces points en vrac, donc, aujourd'hui, je vais parler du lemme d'Alvarez. Bon, tout va bien, Stéphane, tu n'es pas le dernier. Donc, j'anticipe pour les cours suivants, hein, vous connaissez cette loi absolument universelle dans une série de cours, c'est qu'il y a une constante qui est le nombre de personnes présentes multiplié par le nombre de cours. Et ça, c'est une constante. Bien. Alors, ce qui est une décroissance en 1 sur n, ce qui n'est pas ce qui... mais on peut faire nettement pire, hein, je vous rassure. Alors, donc, le lemme d'Alvarez, donc, je vous dirai de quoi il s'agit. Un autre point que je vais pouvoir aborder tout de suite, dans ces 2 premiers cours, c'est des solutions O+ quadratiques de certaines équations de type HJB. Donc, de quoi s'agit-il? Typiquement, un du sur dt. Je vais faire très très simple, moins 1 demi Laplacien U plus 1 demi gradient U carré comme prototype. Alors donc, pour des solutions O+ quadratiques, vous l'avez compris, et en fait, les arguments qui vont être de comparaison des solutions, de comparaison si on met des coefficients, etc., sont des arguments que je ne sais pas faire totalement analytiquement. C'est-à-dire que je vais me servir d'arguments stochastiques pour résoudre ces questions-là. Donc, ça fera partie des nombreux problèmes ouverts qui vont parsemer le cours, et j'y viendrai dans un instant. Après, il y a des sujets qui font vraiment partie du cours, mais que j'ai mis dans un exposé que je ferai, puisque vous connaissez ma tradition, que de faire lors du séminaire le marathon consistant en un cours de 2 heures, plus le séminaire dans la foulée. Et cela, je les ferai dans la première séance du séminaire, qui, pour des raisons diverses et variées, un déplacement, les vacances de la Toussaint, le colloque de rentrée du Collège de France, puisque le colloque de rentrée du Collège de France, il a lieu fin octobre. J'aurais toujours dit à mes collègues que ce serait peut-être bien de le faire en septembre, parce que dire que la rentrée, c'est fin octobre, ça ne fait pas super sérieux. Mais bon. Quoi qu'il en soit, donc ça sera plus tard en novembre. Donc ça, c'est grosso modo les 2 cours plus, mais il y aura peut-être d'autres petites choses, qui est d'une part le lemme de Stegall d'optimisation approchée
dans, par exemple, P2, c'est-à-dire l'espace des mesures de proba muni de la métrique de Wasserstein 2. Je rappellerai tout ça le moment venu. Et puis, des notions de convergence dans P2 qui sont affaiblies. Et donc, c'est ce que j'appellerais P2 weak. Donc, ça sera dans le séminaire. Et puis, il y aura dans ces cours-là, donc ça sera probablement dans les 2 cours plus, une sursolution basée sur la dynamique de Dyson. Donc ça, il faudra que je rappelle un tout petit peu. Et avec ça, avec tout ce bazar-là, tous les chaînons manquants de la présentation trop rapide, même s'il y avait eu 18 heures, de la présentation trop rapide des histoires de grande déviation pour les matrices aléatoires, donc pour les équations discrètes de Dyson jusqu'aux équations continues, ça bouchera absolument tous les trucs que je n'ai pas évoqués l'an dernier. Et d'ailleurs, il y avait même certaines difficultés que l'on n'avait pas vues lorsque j'ai fait le cours l'an dernier. Bon. Toujours pareil, quand à force de dire, bon, pour simplifier les notations, on travaille sur un compact, bon, et ça marche pareil dans Rn, dans l'espace tout entier, c'est vrai pour énormément d'équations. Il se trouve que là, c'est quand on a des équations sur P, travailler sur P d'un compact ou sur P de R, ça change beaucoup de choses. Les espaces ne sont plus localement compacts, etc. Donc ça, on avait complètement zappé ça. Mais il y a tout ça fournit toutes les réponses à cette erreur monumentale. Bon, alors ça, c'est 2 cours plus. Deuxième partie, c'est analyse en grande dimension. Alors là, qu'est-ce que j'entends par là? Bien ceux qui ont suivi les cours ici depuis longtemps savent très bien que cette idée totalement classique de remplacer n points par la mesure empirique, et donc d'une certaine manière de plonger les espaces de dimension de plus en plus grande dans l'espace des mesures, ce qui exige, bien entendu, dans les situations, puisque la mesure empirique ne voit pas l'ordre dans lequel on numérote les points, ce qui exige bien naturellement de n'avoir des problèmes que dans lesquels il y a invariance par permutation des indices. Donc ça sera un retour sur cette question, en particulier en ayant en tête une situation où non seulement on a des points que je qualifierais de déterministes, on a une configuration de points, on veut représenter par une mesure, mais en plus, on a des perturbations aléatoires indépendantes. Et pourtant, la limite vers des mesures sera préservée. Donc ce sera un mélange de 2 lois des grands nombres à expliquer soigneusement. Et puis je parlais aussi un peu de retour avec symétrie. Donc ce n'est pas le retour qui a une symétrie, c'est le retour sur un sujet qui a des symétries. Et je parlerai aussi, ça c'est mon vague schéma sur les réseaux de neurones, on parlera de transformation de Rn dans Rn lorsque n est grand. Donc ça va devenir des transformations sur l'espace des mesures. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que l'on peut dire sur ces transformations? Parce que fondamentalement, lorsque vous pensez à un réseau de neurones, l'étiquetage des nœuds, c'est-à-dire des neurones dans le jargon, est complètement aléatoire. Enfin, complètement n'a rigoureusement aucune espèce d'importance. Et le passage d'une couche à l'autre, c'est transporter des valeurs numériques en chacun des nœuds, donc avec cette symétrie, à une autre, et il faut garder la même permutation d'une couche à l'autre, c'est une transformation de valeurs dans
d'un grand paquet de valeurs à un autre grand paquet de valeurs. Donc on se dit, si on veut un peu comprendre de quoi il s'agit, eh bien on est en fait, est-ce qu'on est vraiment en train de parler de transformation sur les mesures? Auquel cas, l'exécution d'un calcul sur réseau de neurones, c'est une suite de transformations dans l'espace des mesures de proba. Bon, j'y reviendrai sur cette vision ultra abstraite. Donc c'est un système dynamique dans l'espace des probas où, qu'il soit en temps discret ou en temps continu, suivant le nombre de couches que vous avez, et les fameux poids, les fameux paramétrages. Donc il y a tout un tas d'opérations standards, des sortes de troncatures plus ou moins molles, les deux sont utilisés. Il y a des convolutions, des moyennes locales, il y a le bloc des transformeurs pour l'analyse des grands modèles de langage. Je ne suis même pas tout à fait sûr de le dire correctement en français, peu importe. Et donc, on sent bien que dans toutes les transformations sur la mesure de proba, il y a un catalogue à faire avec des paramétrages, etc. Et puis, on a un problème d'optimisation avec les données. La backward propagation, c'est juste l'état adjoint. C'est donc la résolution de système forward-backward. Et donc, mon espoir, ce rêve, je l'introduis déjà, c'est une fois qu'on a un bon catalogue de transformations sur l'espace des mesures, on a un problème d'optimisation, on a un état adjoint, et c'est de dire, en fait, on va faire ce qu'on fait dans les systèmes particuliers, où on part des équations de Newton. Ça, c'est les réseaux de neurones aujourd'hui. Abstraitement, on écrit les équations limites quand m tend vers l'infini. C'est l'équation dite de Vlasov. Et maintenant, si on veut résoudre numériquement, on ne va pas simuler la dynamique de Newton sur les particules initiales. On va rediscrétiser en mettant des poids là où ça compte. Et donc, on remplace des particules par des macroparticules. Et donc, la question finale dans ce programme un peu dingue que j'ai sur les réseaux de neurones, c'est de dire, est-ce qu'il n'y a pas une génération nouvelle de réseaux de neurones avec des macroneurones qui viendraient de la discrétisation du problème à l'étage au-dessus? Donc, vous comprendrez que c'est bien parce que c'est mon dernier cours que je me lâche à évoquer des rêves aussi bizarres. Mais il ne peut plus rien m'arriver. De toute façon, s'il y a des plaintes, vous vous adresserez à la dame qui est là. Donc, en disant que vous avez compris de quoi il parlait. Bon. Donc, le point que j'essaie de dire, c'est que ces transformations, retour sur symétrie, ces transformations est un point qui m'intéresse. Il y a d'autres choses à dire, mais j'en reparlerai tranquillement au moment venu. Donc ça, c'était le thème principal du cours. Et puis, surtout, alors là, je vais partir en vrille sur une construction très alambiquée dans laquelle il n'y a plus de symétrie. Comment représenter des systèmes des configurations à n points? Il n'y a plus l'invariance par permutation. Donc vous ne pouvez pas résumer ça par la mesure empirique, mais vous gardez en tête que dans la métrique que vous utilisez, un nombre fini de points, ou petit devant n, compte peu. C'est-à-dire que les configurations sont essentiellement les mêmes. Si vous changez, vous êtes à n, et vous changez k points, n'importe comment. D'accord ? Donc il y a quand même une certaine simplification, une certaine structure. Et on verra des constructions d'espaces de type Bezikovitch de suite qui répondent à cette question. Bon, ça va nous prendre un peu de temps. Puis je finirai dans le troisième point. Donc là, j'en suis plus. Donc le 2 deviendra certainement 3. Si j'avais mis 2, ça deviendra 3 ou 4. Donc il me restera dans le troisième point. Je suis tellement bavard que ça prend toujours beaucoup plus de temps. Le troisième point,
Ça sera, non pas une rétrospective, c'est pas trop mon genre, mais ce sera un retour sur quelques problèmes ouverts et qui sont encore ouverts, parce que des fois le temps passe et des problèmes ouverts ont été résolus, que j'ai pu mentionner, laisser, ou qui me viennent en tête sur les cours que j'ai faits auparavant. Donc les mathématiciens ces derniers temps sont friands de grands problèmes ouverts avec grand renfort de prix, etc. Je vous dis tout de suite, il n'y a pas de sous pour ces prix-là. En revanche, je pense que c'est des très beaux problèmes qui vont des équations différentielles ordinaires. C'est un truc qui m'a toujours laissé perplexe, ce qui est, a-t-on unicité ou pas, lorsque le champ de vecteurs est la composée de deux différentiels ou sous-différentiels de fonctions convexes. Très simple. On peut poser la question, besoin de pratiquement rien savoir. Prenons deux fonctions convexes C1, donc voilà le champ de vecteurs. J'avais mentionné ça sur ce problème ouvert. Il y a plein de cas particuliers. Bon, évidemment, le cas quadratique est trivial, mais il y a plein de cas particuliers. Bon, j'en mentionnerai à l'appel des problèmes comme ça, et que certains d'entre vous ont peut-être retenu s'ils étaient là. Enfin, je vois des visages qui, de toute façon, étaient presque pas nés quand j'ai commencé les cours ici, donc ça nécessite évidemment de rappeler quelque chose. Mais comme la recherche, c'est une affaire de passage de témoins, ben, ça me paraît important de conclure cette longue série de cours par des problèmes ouverts sur lesquels des jeunes pourront se faire les dents. Moi, j'ai laissé tomber. Je prends mon café et je reprends. Voilà le programme. Bon, les portes n'ont pas été fermées à clé, donc vous pouvez vous enfuir à tout moment. Vous êtes libre. Non seulement au Collège de France, on est libre d'entrer à n'importe quel cours, mais on est aussi libre d'en sortir. C'est souvent pas précisé, mais je pense qu'il le faut bien. Bien. Alors, que dire de plus? Donc, du point de vue de l'organisation des cours, je vous l'ai déjà dit, je fais cours cette semaine et la semaine prochaine. Après, on va tomber dans une zone marécageuse contenant le colloque de rentrée, les vacances de la Toussaint, et puis on recommencera le 7 novembre, et je ne fais démarrer le séminaire que le 7 novembre. Voilà. Deuxième nouveauté. Je fais amplement mon service avec les 18 heures de cours, donc je n'ai pas besoin de compléter ça par des séminaires. Donc cette année, les séminaires s'arrêteront en même temps que le cours, ou même un peu avant. Au lieu de les faire toute l'année, de toute façon, il y a tellement de séminaires en région parisienne que ce n'est pas très grave. Je vois, François, que tu dis « Ah, chouette, on va pouvoir changer l'heure ». Bien, allez. Je pense ne rien oublier. Non, c'est bon. Allez, donc on y va. Lemme d'Alvarez. Alors, le lemme d'Alvarez, c'est du nom d'Olivier Alvarez, jeune mathématicien brillant qui a mal tourné, puisqu'il est allé dans la finance. Oui, au Japon. Olivier Alvarez, dans sa thèse, a fait une observation qui résolvait un problème pour la secte, enfin, c'est pas la secte, c'est pour le culte des solutions de viscosité et des équations d'Hamilton-Jacobi du premier ordre. Alors, de quoi s'agit-il? Je vais prendre un exemple, c'est le plus simple. Donc on va prendre une équation stationnaire et donc toutes les fonctions sont toujours supposées continues. Donc h, f, u seront toujours des fonctions continues.
X, pour commencer, enfin c'est dans le lemme d'Alvarez et dans RD, et je vous expliquerai qu'un des objectifs, c'est aussi de passer ça en dimension infinie. En ayant en tête les équations sur P2, donc sur l'espace des probas. J'y reviendrai. Donc, U est une fonction scalaire. Toutes les fonctions là dont j'ai parlé sont des fonctions continues scalaires. Donc, H est une fonction sur RD croix RD à valeur dans R. Bien. Donc, vous voyez que si je dis que U est minoré et que F sont minorés, en rajoutant une grande constante à U et à F, la même, l'équation est préservée. Et de minorer, je peux me prendre une grande constante pour que U et F soient positifs ou nuls. Donc en fait, ce dont je vais parler s'adresse, en ce qui concerne l'existence et l'unicité, à des solutions minorées. En fait, ça peut se généraliser en des solutions qui ont au plus une croissance affine négative suivant les hypothèses qu'on fait sur H. Bon, une fois que vous avez une démonstration, il y a toujours des extensions et des variantes. Bon, évidemment, toujours le cadre simplificateur, h de x et de 0, ça joue le même rôle qu'un f. Et donc, je peux toujours supposer ça en mettant le h de x et de 0 dans f. Après, je rajoute les constantes et j'ai eu f positif. Donc ça, c'est le cadre très simple. Alors, Alvarez a démontré un théorème assez remarquable, c'est vous rajoutez rien d'autre, si ce n'est vous ne rajoutez rien d'autre, si ce n'est que H, et ça c'est très important, et de X et de P est convexe en P. Donc c'est typiquement une équation de Hamilton-Jacobi-Bellman, c'est-à-dire qu'il y a un problème de contrôle optimal caché derrière. Eh bien, il existe une unique solution. Et donc, je rappelle qu'elle est positive parce que la minoration est importante. Parce que c'est faux si on ne met pas la positivité. Comme exemple, je vais construire un exemple où je prends 1 demi de du carré plus u, donc la longueur euclidienne du gradient, plus u égale à 0, et quelque chose comme moins 1 demi de x2 doit être solution. Correct. Alors, quand je parle de solution, c'est implicitement des solutions de viscosité. Il n'y a rien d'autre qui marche là-dessus. Alors, toute solution C1 est une solution de viscosité, mais elles ne sont que continues. Donc, il faut définir ça de manière appropriée. Et je n'ai pas envie de me relancer dans la théorie des solutions de viscosité. Je l'ai fait souvent. Et voilà. De toute façon, la définition va réapparaître lorsqu'on va démontrer le théorème, ou surtout l'ingrédient essentiel que je vais mentionner dans un instant. Alors, quelques remarques, c'est que le problème d'évolution fonctionne exactement pareil. Donc maintenant, il faut dire que la condition initiale est minorée, disons positive ou nulle. De toute façon, on peut toujours rajouter des constantes fois t. On n'a pas besoin du plus u à ce moment-là. C'est du sur dt plus h égale f ou égale à 0. Ça c'est pas important. C'est pareil. Deuxièmement, et c'est lié à ce que j'avais commencé à écrire là-bas, c'est que la démonstration ne marche pas, s'effondre. Non, si vous rajoutez un moins laplacien U en plus.
Donc typiquement pour H, pensez un demi de gradient U carré. Là, j'ai écrit la variante avec des U sur des T. Vous rajoutez même un moins epsilon Laplacien U. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis des barres ici. Ça devait être des parenthèses qui sont devenues très droites. Donc, si vous rajoutez un terme comme ça, eh bien, la démonstration s'effondre et la démonstration ne peut pas marcher. Et je l'expliquerai dans un instant. Donc, c'est à la fois, c'est pour ça que je l'appelle un lemme, la démonstration va reposer sur un lemme, qui est la chose importante, mais qui est peu robuste. Néanmoins, elle est très utile, surtout qu'en dimension infinie, des moins laplaciens, il n'y en a pas. Bon, enfin, il peut y en avoir, mais ils sont essentiellement de dimension finie. Sur l'espace des mesures, il n'y a essentiellement pas de Laplacien. Il peut y avoir des termes d'ordre 2, donc ce que je dis n'est pas entièrement correct, mais beaucoup d'applications n'ont pas besoin du Laplacien. Il peut y avoir des dérivées singulières, etc., mais il n'y a pas de Laplacien. Bon, il peut y avoir des termes de dérivée seconde pour tout ce qui est, lorsqu'on pense à des problèmes style contrôle ou MFG, quand il y a ce qu'on appelle le bruit commun, c'est-à-dire le bruit qui déplace tout le système. À ce moment-là, on a des termes de dérivée d'ordre 2. De dimension faible, mais néanmoins des termes de dérivée d'ordre 2. Bon, donc ça c'est le contexte. Alors, je ne vais pas faire la démonstration complète de ce théorème, d'autant plus que l'article d'Olivier qui est facilement accessible et très concis, très bien rédigé, c'est un petit bijou, c'est bon. La démonstration, néanmoins, est assez complexe, repose, enfin, telle qu'elle la présente, est assez complexe, donc je voudrais vous présenter une autre vision de ceci, et surtout d'avoir une autre démonstration qui, elle, passe en dimension infinie, alors que la démonstration d'Olivier, ce n'est pas entièrement clair que l'extension sur l'espace des mesures de proba n'est pas lumineuse. Bien. Alors, ceci repose sur un lemme. Vous observez que C, constante positive, est toujours une sous-solution de l'équation. Clair. H de x est de 0, ça vaut 0. Et quant à la suite, donc je triche un peu en faisant cela, et je vais faire la démonstration pour du sur dt, ça sera plus clair. Et donc, parce que en fait, le point essentiel, c'est en oubliant le plus U, c'est vraiment en disant tout le second membre, c'est f moins U. Donc, auquel cas, h de x et de gradient c, c'est 0. Donc, à nouveau, je simplifie un peu. Je vais dire que c'est une sous-solution. Et donc, je pars de V qui est une sous-solution de ceci. Donc, je laisse tomber le plus U, qui est inférieur à 0. Dans ce cas, si vous injectez ceci, comme f est positif, je vais l'appeler G. Et le lemme, c'est de dire que si vous prenez V
le minimum de V et de C, c'est une sous-solution. OK. Alors ça, c'est assez pratique parce que dans les solutions de viscosité, on essaie de démontrer qu'une sous-solution est inférieure à une sursolution. Comme je n'ai fait aucune hypothèse de croissance sur les solutions, donc sur les sous-solutions et les sursolutions, hein, la démonstration montre en fait que toute sous-solution, vous mettez un inférieur ou égal U1, U, qui est toujours positif ou nul, est inférieur à toute sursolution V, elle aussi supposée positive. Très, très mauvaise notation, le V est une solution dans un instant. Donc, ce qui entraîne évidemment l'unicité. Je ne parlerai pas de l'existence, et l'existence n'est pas très compliquée. Vous voyez déjà que si U est positif, ben vous avez une borne locale sur le gradient, et vous avez aussi, comme essentiellement H est convexe, vous avez assez facilement une borne par-dessous une borne sur U. Et la borne par-dessus sur U, et la borne par-dessous, vous l'avez. Donc je me concentre sur l'unicité, parce qu'on est en train d'essayer de comparer là-dedans des choses qui, si f est à croissance exponentielle, typiquement les U sont à croissance exponentielle. Ça peut être des exponentielles différentes, vous n'avez aucun contrôle de ce qui se passe à l'infini. Donc ça, pour des résultats de comparaison dans une EDP, c'est assez catastrophique en général. Et ça peut même être faux, puisque si on prend des croissances très fortes pour l'équation de la chaleur, ben, il n'y a plus unicité. Donc il y a des fameux exemples pour l'équation de la chaleur de solutions qui sont des antigaussiennes, c'est-à-dire des exponentielles de forme quadratique positive, qui sont solutions exactes de l'équation de la chaleur, mais qui explosent très très vite à l'infini. Donc, dès qu'on rajoute un Laplacien, attention, comportement à l'infini. Mais s'il n'y a pas de Laplacien, ben, en fait, une des raisons qui est cachée derrière, c'est que l'unicité, j'aurais dû faire ces commentaires avant de me lancer la démonstration, c'est quelque part, il y a un principe de localisation. C'est-à-dire qu'au fond, dans l'équation, le U ne dépend pas trop de ce qui se passe loin. Alors, quand je dis ça, c'est faux. Donc, c'est plus subtil que ça. Hein, on peut fournir des exemples où il y a des minima de f très loin et on a au contraire envie d'aller très loin. Donc, l'affaire est plus subtile qu'il n'y paraît, mais ce n'est pas grave. Remarque, premier problème ouvert, on va essayer de les numéroter pour voir combien il y en a à la fin. Donc, allez, on va appeler ça PO1. Premier problème ouvert. Qu'est-ce qui se passe si on ne suppose pas que H est convexe? Et je suis même prêt à supposer que H tend vers l'infini à l'infini, par rapport à P. Donc on a des estimations a priori et on maîtrise les choses. Mais je ne sais pas. Bon. Alors, V1Fc est une sous-solution. Remarque, c'est que si V1 et V2 sont deux sous-solutions, en fait, le point important, c'est que V1, 1 V2 est une sous-solution. Donc ça, c'est implicitement contenu ou explicitement, je ne me souviens plus, je l'ai relu récemment, mais je ne me souviens même plus, dans l'article d'Olivier. Bon. Le corollaire, c'est que si vous remplacez sous-solution par solution, il y a le même énoncé.
Alors ça, c'est le fait général pour les solutions de viscosité avec... dès qu'on a une équation qui satisfait le principe maximum, là il peut y avoir des Laplaciens, il peut y avoir tout ce que vous voulez, c'est que l'inf de sursolution est toujours une sursolution. C'est toujours vrai. Essentiellement, quelle que soit l'équation. Donc, comme être solution de viscosité, c'est à la fois être sous-solution et sur-solution, et puis on va revoir la définition en faisant une démonstration alternative, eh bien, vous avez évidemment le corollaire. Alors ça vous donne l'idée essentielle de la démonstration, parce qu'on part, par exemple, d'une sous-solution, et on veut démontrer qu'elle est en dessous d'une sursolution. Mais le problème, c'est que la sous-solution, elle peut croître très très vite. Ce que vous dit le lemme, c'est que vous pouvez la tronquer. Ça reste une sous-solution. Et là, maintenant, vous avez une sous-solution qui est majorée, que vous essayez de comparer à une sursolution qui est minorée, et les démonstrations classiques d'unicité s'adaptent. On n'est pas très loin de dire qu'elles sont bornées. En tout cas, lorsque vous commencez à regarder des points de maximum de la différence ou de la différence en doublement de variables, ben vous voyez bien que vous allez avoir des bornes des deux côtés, essentiellement. Donc, c'est l'argument absolument essentiel. Bon, je vais vous indiquer pourquoi c'est vrai et pourquoi c'est vrai dans un Hamiltonien convexe, en tout cas des raisons en dimension finie. Mais ça ne donne pas la démonstration. Alors, la démonstration d'Olivier était un petit bijou. Donc je pensais vraiment qu'il serait recruté au CNRS, auquel cas il ne se serait pas fourvoyé quelques années plus tard dans la banque. Hélas, en ce temps-là, quand on parlait de solutions de viscosité et d'équations d'Hamilton-Jacobi, la majorité des mathématiciens faisaient « Oh, quoi ?» Mais l'ignorance est parfois source de désastres humains. Bon, il est heureux, hein, mais bon, quand même, c'est moi qui suis malheureux. Alors, donc, le point là-dedans, c'est pourquoi c'est vrai. Je ne vais pas faire des démonstrations, mais on va regarder pourquoi c'est vrai. Ben, on va renforcer les notions de solution. Donc, remarque, pourquoi c'est vrai? OK, car... Ben, premier argument, c'est prenons V Lipschitz, ou V1, V2 Lipschitzien. Alors, on sait qu'être sous solution de viscosité, parce qu'on est en dimension finie, c'est équivalent, et parce que H est convexe, c'est équivalent à dire que l'inégalité, qui est de sous-solution, c'est-à-dire cette inégalité, est vraie presque partout, c'est-à-dire en chaque point de différenciabilité de V, ou pour presque tout point de différenciabilité de V. Donc ça, c'est une notion naturelle qui ne sert que pour les sous-solutions, elle n'est pas assez précise pour dire comment sont faits les coins éventuels des solutions. Parce qu'à un point où il y a un coin, je fais des gestes, un chapeau vers le haut, un chapeau vers le bas, les dérivés en dimension 1 sautent, avant, après, et si on ne voit que l'inégalité presque partout, ben on voit ça ne nous dit rien sur savoir si le coin est orienté vers le haut ou vers le bas. Voilà, alors donc le bon coin, aucune publicité sous-entendue, le bon coin est celui qui est vers le haut pour une fonction convexe. Bon, pensez l'équation de Burger, la condition de Leinig, tout ça, c'est la même histoire. Voilà, donc en revanche, lorsque le Hamiltonien est convexe,
sous-solution, c'est la même chose qu'une égalité presque partout. Et là, pour le coup, c'est pas très compliqué parce que le gradient de V inf C, presque partout, c'est le gradient de V, fonction indicatrice, de V plus petit que C. Ou de V égal à C, ou de V inférieur ou égal à C, puisque ce qui se passe lorsque c'est égal à C, c'est presque partout 0. Bon. Et donc, lorsque j'injecte dans l'équation le gradient de V inf C, lorsque V est strictement plus petit que C, ben j'ai la même inégalité. Et lorsque V est égal à C, j'ai 0 à la place du gradient, et on a supposé que toutes les données étaient positives ou nulles, donc c'est automatique. Donc, ça, c'est l'argument le plus convaincant. Il y a deux objections à cet argument. C'est que d'une part, cela nécessite le côté lipschitzien, et d'autre part, on utilise presque partout, ce qui veut dire qu'implicitement, on est en dimension finie. Bon. Mais néanmoins, ça permet de comprendre pourquoi c'est vrai. Il y a une autre justification, qui est en fait la première quand Olivier avait débarqué dans mon bureau à Dauphine en me disant « Tiens, j'ai résolu le problème de l'unicité sans croissance ». Et il m'annonce ça, je lui dis attends. Et puis, oui, effectivement, je me suis dit ok, c'est vrai, parce que derrière tout ceci, il y a un problème de contrôle optimal, déterministe, et que donc l'idée fondamentale, c'est qu'on a un inf, plus exactement, on a un inf de J1 alpha par rapport à alpha minimum avec un inf toujours sur alpha. C'est la même classe de minimisation, parce que c'est la même équation, c'est le même h de J2 alpha. Ben ça, c'est égal à l'inf de J1 alpha, inf J2 alpha. C'est min égale min. Hein. Bon, alors ça, c'est, je reconnais que pour les non-professionnels des équations d'Hamilton-Jacobi, du contrôle déterministe, c'est un peu cryptique, hein, là, ce que je suis en train de dire. Donc, concentrez-vous sur la première explication. Si jamais vous avez rencontré les liens entre équations d'Hamilton-Jacobi, calcul des variations, contrôle optimal, etc., eh bien, vous pourrez vous convaincre de la pertinence de l'argument. Quoi qu'il en soit, celui-ci est de très loin le plus probant. Bon. Alors, je me souviens que Olivier m'avait montré sa démonstration. En fait, il avait écrit avec... à mon âge, je pense qu'il me faudrait des loupes pour lire ce qu'il écrivait, parce que c'est des pattes de mouche. Et je pense que son objectif était de minimiser le nombre de mots qu'il pouvait écrire dans tout, dans une lettre, dans une démonstration. Donc, tout était ultra compressé. Et donc, il m'a fallu un moment pour comprendre cette démonstration. En fait, je vais vous en faire une autre qui a le bon goût de s'étendre en dimension infinie. Alors, Olivier, en fait, partait sur la caractérisation pour la démonstration du lemme des éléments du surdifférentiel. Et le surdifférentiel étendu, c'est-à-dire les limites d'objets qui sont dans les surdifférentiels des points voisins. Donc, ce que on notait avec Mike Randall ou dans les User's Guide, ce qu'on notait le D plus bar, le D plus étant le surdifférentiel. Il faisait une démonstration extrêmement astucieuse dans laquelle intervenaient différentes idées. Et plutôt que de relire la démonstration pour voir comment l'adapter en dimension infinie, ce qui ne m'a pas paru évident au premier coup d'œil, c'est peut-être possible, je me suis dit, essayons de faire une autre démonstration, dont on puisse voir facilement Bien. Alors, je vais la faire en deux étapes, parce qu'en fait, je vais démontrer les deux trucs. Et les deux trucs présentent un intérêt. Donc, je vais plutôt réfléchir à du sur dt plus h de x, c'est le gradient u,
parce qu'en plus, quand je reparlerai de tout ça dans le contexte de Dyson, on est plutôt dans une situation comme ceci. La question que l'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'il y a de miraculeux avec le inf? Est-ce qu'il y a d'autres opérations qui préservent la notion de sous-solution? Alors, la croissance, lorsqu'on fait des changements de variables, sur les solutions de viscosité, ça, c'est connu depuis longtemps, il faut que ça soit croissant. Quoi d'autre? Donc, dérivée positive. Bon, inférieur ou égal à 1, c'est une normalisation. Ça, c'est pas très grave. Évidemment, si vous dites que la dérivée peut être 2, vous allez avoir un problème, parce que c'est multiplier par 2 l'équation, ça, ou l'inégalité, ça ne va pas vérifier l'inégalité. Le h n'est pas linéaire. Donc, il est assez naturel de dire que dans les opérations, il faut qu'elle soit croissante, que la dérivée soit inférieure ou égale à 1. Après, ce qui est nettement beaucoup plus un pari, donc ça capture 2 propriétés qui paraissent naturelles, qui sont vraies à la fois pour l'inf, mais aussi pour l'identité, dérivée compris entre 0 et 1, c'est la concavité. C'est une opération concave. Alors bon, il y a des H convexes, concavité, c'est probablement raisonnable de tenter ceci, et c'est vrai. Donc, ce que je vais faire, c'est construire, regarder f de UC comme étant quoi? Eh bien, le minimum, c'est quoi? C'est U moins son maximum. Moins le maximum, enfin le maximum de U moins C est partie positive. C'est ça la fonction. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que c'est effectivement une fonction concave parce qu'il y a un moins, et que la dérivée elle est comprise entre 0 et 1. Alors, une des difficultés, c'est que le minimum n'est pas une opération différenciable. Donc on va un tout petit peu l'approcher, et ce faisant, en fait, on va démontrer le lemme pour n'importe quelle fonction concave, telle que f de u plus fv, ça c'est df sur du et plus df sur dv soit égal à 1, ou presque partout, une fonction concave est presque partout différenciable, df sur du plus df sur dv, et puis il faut que ça soit croissant, chacun étant positif ou nul. Bon, ça, c'est la version en UV. Évidemment, si vous avez la constante, la dérivée par rapport à V, vous en foutez. Et toujours OK. Mais pour l'instant, je vais faire la démonstration avec ça et avec une sous-solution constante. Bon, ça, il va falloir que je le régularise pour pouvoir avoir des transformations C1 d'une sous-solution, ce qui va me permettre de commencer à travailler avec la définition d'une sous-solution de viscosité. Deuxième observation, donc régulariser C1, mais il va falloir aussi que ça soit inversible, parce que je veux passer d'une équation sur U à une équation sur f de U. Donc si c'est dans une zone qui est totalement plate, je ne sais pas extraire tellement d'informations. Donc, la moralité, c'est que je suis en train d'approcher la fonction plus, le U moins C plus. Je suis en train de l'approcher. Je veux que ce soit inversible, donc il va falloir que je colle une pente delta ici. Que sur 0 delta, je prolonge de manière régulière. Ouais, désolé.
Et puis, lorsque j'atteins delta, je prolonge, tout ceci est censé être de manière convexe, hein, si c'est très plat, là j'ai fait les deux pentes trop proches. Donc là, vous avez un raccord régulier, et puis après, vous avez une pente 1 moins delta. Pourquoi? Parce que dans la zone où la pente est nulle pour le minimum, eh bien là, maintenant, j'ai une pente delta, donc c'est bien strictement croissant. Là, ça reste strictement croissant. Et là, j'ai une pente 1 moins delta, de sorte que lorsque je fais 1 moins 1 moins delta, j'ai encore une pente strictement positive. Donc, ça, je l'appelle, cette fonction rouge, je l'appelle bêta delta, et f delta de UC, c'est U moins bêta delta de U moins C. De sorte que ça reste, comme bêta delta a été construite convexe, ça reste une fonction concave de U. Elle est maintenant inversible, croissante, et de pente toujours inférieure à 1. En fait, c'est soit delta, soit 1 moins delta. Bien. OK. Et donc là maintenant, je peux appliquer la définition des sous-solutions de viscosité. Donc si vous ne la connaissez pas, ben, c'est le moment où on va s'en servir. Donc dire que f de u, c est sous-solution, je vais en fait poser la question, est-ce que f delta de uc est sous-solution? Et ça suffira, parce que vous voyez qu'au vu de la construction, f delta est surtout borné à une distance de l'ordre de delta de f. Donc f delta de uc converge uniformément là où u est borné, c'est-à-dire surtout compact, vers U1C. Bon, donc ça converge vers ce qu'il faut. Et là, je me sers dans des aspects très très simples de la théorie des solutions de viscosité, c'est qu'une limite uniforme locale de sous-solution de viscosité est sous-solution. C'est stable. Donc la moralité, même si vous ne connaissez pas cet aspect légèrement technique, c'est qu'on peut supposer que cette opération, F, est une opération régulière qui garde les mêmes propriétés de croissance concavité, mais qui maintenant est C1, même C infini. Bien. Et donc, que faut-il vérifier? Donc, le delta, je vais l'omettre à partir de ce point de vue. Simplement, je vais dire c'est une fonction qui a les propriétés que je viens d'énoncer. Pour simplifier, et ça, je vais l'appeler, OK. Je vais le laisser là et je vais dire ça, c'est un f de u. Bien. Qu'est-ce qu'il faut démontrer lorsqu'on veut dire que f de u est sous solution? Ce qu'il faut faire, c'est prendre une fonction test, par exemple C1. On a la même chose avec C infini, mais C infini sur l'espace de mesure, bonjour les dégâts. Hein. Alors donc, on va dire C1. Et même C1, il faut faire un tout petit peu attention. Et je dirai dans un instant de quoi on a réellement besoin. Donc je vais supposer que f de u moins phi a un point de maximum que l'on peut prendre local, local strict, global, global strict, peu importe ici. Dans un instant, il va falloir faire un tout petit peu attention aux dimensions infinies. Local en x0. Alors, et je dois vérifier, c'est ça être sous solution de viscosité, que H
que dφ sur dt, donc c'est un x0, t0, que dφ sur dt plus un h de x0, gradient phi, en x0, t0, est négatif ou nul. Donc c'est ça que je dois vérifier. En fait, ce que je sais, c'est que j'ai cette inégalité si à la place de f de u, j'ai u. C'est ça mon hypothèse de solution de viscosité. Et maintenant, j'ai f de u. Bon, alors, vous avez déjà un peu compris ce qui allait se passer. Vous voyez que là, phi est défini à une constante près. Je peux tout perturber par un point. Donc ça a un maximum et que la valeur du maximum est égale à 0 en ce point-là. Parce que ça, c'est juste changer la valeur de phi en ce point-là. Ça ne change rien au résultat, donc c'est pareil. Ce que ça permet, c'est d'éviter de se trimballer des constantes qui servent à rien. Bien. Si vous avez que f de u de x est inférieur à phi de x partout, et avec l'égalité en x0, je ne mets pas le temps, ça compte pour c'est pareil. En fait, x, c'est xt. Ça, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne que u moins f moins 1, puisque maintenant c'est inversible, de phi, a un point de maximum local, qui est d'ailleurs toujours 0, la valeur du en x0, t0. Pourquoi? Parce que f est croissante est inversible. Donc je garde les mêmes égalités-inégalités en prenant f moins 1. Bon. Et donc là maintenant, je suis bien barré pour... je suis bien barré, alors le cas de l'équation de l'équation d'évolution est particulièrement simple. Donc je dirais un petit mot. Sur l'autre cas lorsqu'on a un plus u. Et donc, qu'est-ce que... maintenant, je peux faire le calcul. C'est que ce que je vais avoir, c'est que dψ sur dt est inférieur ou égal à 0 en x0, t0. Donc, je l'écris une fois, je ne vais pas le répéter. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 1 sur f' de phi, évidemment, au point x0, t0, dφ sur dt, plus f', plus h de x et de 1 sur f' gradient psi. Donc là, pour l'instant, on s'est servi de la croissance stricte, donc de l'inversibilité. Et donc maintenant, vous voyez qu'on a presque l'inégalité qu'on veut, à ceci près que le h est remplacé par plus f' de phi, h de x, 1 sur f', gradient, je ne sais pas pourquoi j'ai mis psi, c'est phi, gradient phi. Donc c'est presque l'inégalité que je veux, à ceci près que je n'ai pas h, j'ai ça. Et c'est là, et essentiellement là seulement, que la convexité de h va servir. Parce que 1 sur f' de phi f' est compris entre 0 et 1, rappelez-vous, les pentes sont comprises entre 0 et 1. Donc 1 sur f' de phi, c'est un lambda qui est plus grand que 1. Et je conclus en disant, parce que h est convexe, ben, 1 sur lambda de h de x et de lambda z est supérieur ou égal à h de x et de z. C'est l'inégalité de convexité. Souvenez-vous, h de x et de 0 est égal à 0.
La pente est croissante. Enfin, la pente où les taux de variation sont croissants, dans toutes directions. Bien. Donc, c'est juste à la fin, mais c'est assez important, qu'on conclut. Alors, vous voyez que de travailler directement avec UFC, c'est un peu dangereux, parce que là où F' s'annule, qu'est-ce que ça veut dire, ce bazar-là? Donc, d'où la régularisation. Bon. Donc, la démonstration là est relativement simple, hein, relativement transparente. On fait un champ de variables, et puis on le rend inversible. Et en fait, la propriété qui caractérise de tel lemme, c'est la propriété de croissance. Alors, et que la pente soit comprise entre 0 et 1. Observez que dans cette démonstration-là, pour cette partie-là, sauf erreur de ma part, on ne se sert pas de la concavité de F. Donc la concavité de F, on en aura besoin lorsqu'on rajoute des termes d'ordre 0, etc. Donc il y a plein de variantes, mais bon. Fondamentalement, pour avoir un résultat qui soit à peu près stable, il vaut mieux supposer que l'opération est concave. Là, je ne m'en suis pas servi. OK, bon, alors maintenant, comment on se dépatouille du cas général où on a deux sous-solutions? Parce que là, c'était quand même bien pratique. Hein, le fait d'avoir une constante, j'inversais le bazar, et paf, j'avais une nouvelle fonction test avec laquelle je pouvais tester la sous-solution. Si j'ai deux sous-solutions et que je commence à regarder un f de V1, V2 moins phi, qui a un maximum local en x0, t0, ça se complique salement. Parce que je ne peux pas dire que c'est une fonction de V1 seul. Hein. J'ai V1 de x, V2 de x. Ce maximum, la valeur du maximum, je la prends toujours nulle. Bon. Et là, j'ai un f qui est régulier. On va dire C1. Donc le minimum, à nouveau, je fais la même chose que ce que j'ai fait lorsqu'il y avait une constante. On est dans les solutions de viscosité, donc on a un problème où on aimerait geler l'une et pas l'autre, on sait ce qu'on fait, on double les variables. Donc je suppose que j'ai cette propriété de croissance, et tant qu'on y est, on va faire FU plus FV égale A. Voilà. Donc simplement, j'ai régularisé mon minimum comme précédemment. Bon, alors donc on va approcher ce point de maximum. Donc là, je vais le prendre strict. De sorte que je descends réellement, si je suis sur le bord d'une petite boule qui est en... Bon, enfin ça c'est des trucs typiques des solutions de viscosité, qui en fait ne servent pas de la compacité locale. Ça se sert uniquement de topologie élémentaire, dans l'espace métrique. Donc, qu'est-ce que, à partir du moment où on peut rendre les points de maximaux stricts et en fait exposés, c'est-à-dire que si on est proche en valeur, on est vraiment proche du point de maximum. Ça, c'est ce dont on aura besoin en dimension infinie. En dimension finie, comme on a la compacité locale, si on est un proche en valeur et que le point de maximum local est strict, on est proche du maximum. Mais ça utilise la compacité locale. Donc, quoi qu'il en soit, pour l'instant, je suis en dimension finie, donc on avance tranquillement. Et je vais faire f de V1 de x, V2 de y,
Bon, il y a quand même phi qui est là, je vais le laisser en x, je pourrais le laisser en y, je pourrais m'amuser à mettre un demi de phi de x plus phi de y pour que ça soit symétrique. En fait, ça complique les choses. Trop de symétrie peut nuire. Et puis, je veux rendre, lorsque je prends un point de maximum, je veux rendre le x proche du y, et donc on met, par exemple, moins 1 sur 2 epsilon de x moins y au carré. Bien. Et je vais dire que c'est un maximum local en x epsilon, y epsilon, t epsilon, et que par des arguments standards, ce point de maximum tend vers x0, x0, t0. Bon, on est en train de maximiser, donc quand epsilon tend vers 0, ça va obliger x à être proche de y. Les fonctions sont continues, donc d'avoir v2 de y ou v2 de x, c'est la même chose. Et donc, on est très proche de cette fonction, il y a un point de maximum local strict, ça va attirer tous les points de maximum. Bon, après, c'est topinesque ou topinal de mettre les epsilon là où il faut. Ce qui, au passage, est la meilleure manière de se planter. C'est-à-dire de ne pas faire la démonstration. On voit bien que le diable se cache dans les détails, on le sait bien. Bon, là, en l'occurrence, c'est totalement standard du point de vue des solutions de viscosité. OK. Donc là, maintenant, je peux jouer au même jeu. Quitte à changer la valeur de f, je peux toujours dire que le point de maximum a une valeur nulle. C'est un détail. Maximum égale à 0. Et donc, je vais pouvoir regarder ce que ceci entraîne du point de vue de V1. Et donc, ce que j'ai, c'est que j'ai F1 moins 1. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'inverse la fonction f par rapport à la première variable. La deuxième variable, je la laisse gelée. Donc, j'ai une fonction test pour laquelle j'ai un point de maximum, y fixé. Je dis que c'est un point de maximum en x epsilon. Et donc, je sais que V1 moins F1 moins 1 de phi plus 1 sur 2 epsilon x moins y carré, eh bien, je dis que ceci est maximum en x epsilon, t epsilon. Maintenant, si je regarde à x fixé ce qui se passe pour V2, j'ai que V2 moins F2 moins 1, à nouveau, il s'agit d'inverser f par rapport à la deuxième variable. Et là, qu'est-ce que j'ai comme fonction test? Le phi de x, c'est une constante. Bon, je vais le laisser, mais ça ne va pas contribuer dans les dérivées. Donc celui-là, on peut l'oublier. Dérivé en y, la maximisation est en y. Et ce que j'ai ici, c'est plus 1 sur 2 epsilon. Et je vais l'écrire comme ça, pour qu'on ne se trompe pas de signe. C'est évidemment la même chose. À un point de maximum, en y epsilon, t epsilon. J'applique maintenant le fait que V1 et V2 sont toutes les deux sous solution de viscosité. Bon. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir que F1', dérivé de ceci, du bazar, fois dφ sur dt, plus un h de x, c'est x epsilon. 1 sur f'1. Donc, f1, c'est la fonction par rapport à la première variable, et f1', c'est la dérivée par la première variable.
Donc je vais avoir 1 sur F'1. Et que vais-je avoir ici? Je vais avoir gradient phi de x plus x moins y sur epsilon. Calcul. Et tout y est. Du fait que V2 soit sous solution de viscosité, là, j'ai aucun gradient phi, ce qui pourrait sembler inquiétant. J'ai 1 sur F'2, alors qu'à la fin, je dois avoir un gradient phi complet. Dφ sur dt, plus un h de, cette fois, c'est y epsilon. Et vous voyez que j'ai le même truc, la dérivée, c'est 1 sur epsilon y moins x. Et si je le veux vraiment l'écrire en x, ça, la dérivée en y, ça vaut 0, j'ai un moins. Hein, d'habitude, dans les unicités, on a V1 moins V2. Là, on fait jouer à V1 et V2 le même rôle. Donc là, il ne faut pas qu'ils se compassent. On ne joue pas le même jeu que l'unicité. Pourtant, c'est exactement la même structure qui va apparaître, hein, des conditions d'unicité. Que je n'ai pas rajouté, mais que je vais rajouter maintenant. Et j'ai oublié un terme, c'est que le moins x moins y sur epsilon, il est multiplié par 1 sur f'2. Il faut dériver le f moins 1. Donc la dérivée par rapport à la deuxième variable, multipliée par moins x moins y sur epsilon. Bon. Vous voyez, ce qui nous tend les bras, c'est l'inégalité de convexité, puisque on est en train, si on oublie la dépendance en H, la dépendance en X dans le H, eh bien, ça ressemble furieusement à écrire F'1 H de 1 sur F'1, gradient phi plus x moins y sur epsilon, plus F'2, H de 1 sur F'2 de moins x moins y sur epsilon. OK? Et ça, l'inégalité de convexité me dit que c'est supérieur ou égal, ce qui est le bon signe quand j'additionne les deux inégalités. Ce qui est ici sera supérieur ou égal, donc ce sera encore plus négatif. Eh bien, c'est supérieur au h, au h du point que j'obtiens en faisant la combinaison convexe. Les f'1 sur f'1 se virent. Les x-, même chose ici. X moins y sur epsilon se vire avec le moins x et y sur epsilon. Et ce qui vous reste, c'est h de gradient phi de x. Ce qu'il nous fallait. Donc, la démonstration est presque finie, à part que ce n'est pas au même point. Donc ici, x epsilon, et ici c'est y epsilon, donc cette inégalité est vraie si je mets le même point. Okay. Donc j'ai l'inégalité, mais je commets une petite erreur. Donc l'erreur, elle est quoi? Donc f'2, il est compris entre nu et 1 moins nu. Donc cette erreur, elle est d'ordre h de x epsilon, 1 sur f'2, donc qui est une certaine constante C, qui est... en fait, elle est supérieure ou égale à 1 et majorée par une grande constante qui est 1 sur nu, avec les notations il y a un instant. Donc, j'ai une constante fois x epsilon moins y epsilon sur epsilon. Donc, je ne vais pas vous embêter avec les signes, mais c'est exactement la bonne pour les solutions de viscosité. Je vais mettre une valeur absolue. Moins h de y epsilon, c'est x epsilon moins y epsilon sur epsilon. Bon, mais ça, c'est absolument typique des hypothèses sur les solutions de viscosité pour avoir l'unicité. C'est de dire que h de x est de p, moins h de y est de p,
est inférieur à un certain module de x moins y, 1 plus p. Un module de quoi? Module, ça veut dire un machin qui tend vers 0 lorsque ce qu'on fout à l'intérieur tend vers 0. Bon. Ben, vous voyez que lorsque vous remplacez dans le cas qui nous occupe, vous avez un oméga de x epsilon moins y epsilon au carré sur epsilon, ça c'est la multiplication par p, il y a cette constante c devant, et puis vous avez un terme encore plus gentil qui est un c fois x epsilon moins y epsilon, dont on sait déjà qu'il tend vers 0, puisque j'ai dit qu'on convergeait vers le point maximum. Alors, et le point final, c'est que, évidemment, lorsque je fais ceci, et que je dis que ceci, ça force x à être proche de y, non seulement le x epsilon et le y epsilon tendent vers, et le t epsilon tendent vers x, xt, mais je sais que la pénalisation tend vers 0. Donc ce que l'on sait, c'est la maximisation absolument standard. À la limite, c'est même de l'optimisation. Donc non seulement on sait que ça tend vers 0, mais on sait que la pénalisation doit tendre vers 0, parce que s'il restait un bout, si cette limite était non nulle, on n'aurait pas le bon point de maximum. Hein, on serait plus bas. Et ça, c'est pas possible. Bien. Donc, ce que ça veut dire, c'est que cette petite erreur tend vers 0, et que lorsque j'ai dit, on remarque, on a le même énoncé, pas tout à fait. Il y a la convexité de H, mais il faut l'hypothèse au moins locale d'unicité. Donc ça, c'est pour xy, c'est un module qui dépend de R, pour xy majoré par R. Pas besoin que ce soit un module global dans l'unicité, on a un peu plus de besoin, ça dépend des autres hypothèses que l'on met. Mais là, on est en train de travailler localement autour de x0. Donc en fait, attention, ça c'est nécessaire pour le théorème avec U et V. Ou plus généralement, un f de UV. D'ailleurs, mon théorème, il s'appelait avec V1, V2. Enfin, ce qui ne s'arrange pas avec les années, c'est mon écriture, hein, mais bon. Donc, V1, 1, V2. Vous ne voulez pas lui donner un coup de coude, juste pour que je m'amuse. Voilà, ça, vous n'avez pas besoin de lui donner un coup de coude. Ah, tu ne crois pas, moi, avec la nuit pourrie que j'ai eue, tu ne crois pas que je vais te laisser venir au pied ici, non? Et hop, il se rendort aussi sec. En fait, c'est Gaston, c'est pas François Murat, c'est Gaston Lagaffe. Bien, alors, donc, où en étais-je? Là, je vous ai donné peut-être plus de détails sur une démonstration. Qui a pour mérite. Bon, vous observerez que là, je ne suis pas trop, j'ai pas trop eu besoin de la concavité là. Hein. Bon. Alors, la concavité, c'est une hypothèse dont on a parfois besoin, notamment lorsque l'on rajoute des dépendances en U. Mais lorsque je regarde l'équation de Cauchy, je n'ai pas besoin de la concavité du f. En revanche, ce qui est très important, c'est d'avoir une fonction croissante qui soit équilibrée en U et V. C'est-à-dire, parce qu'on ne peut pas se permettre de faire 2 fois U. Donc équilibré, c'est à quelque part une pente 1. Et donc, c'est de dire que les dérivées sont comprises entre 0 et 1 pour f de UV, et puis la somme totale, pensez f de U et U. Bon, il vaudrait mieux que ça soit vrai dans ce cas-là. Il ne faut pas que ça fasse 2U. Donc c'est pour ça que le FU plus FV, enfin la dérivée de F par rapport à U plus la dérivée de F par rapport à V est absolument nécessaire.
Bon, on peut trouver des tonnes de contre-exemples si on ne fait plus ces hypothèses-là. Voilà, donc là j'ai traité de fond en comble le résultat d'Alvarez dans le cas où on est en dimension finie. Quid de la dimension infinie? Alors, on va quand même rentrer dans le cours en douceur. Donc, je ne vais pas instantanément travailler dans P2 et je vais me servir de... ça m'amuse beaucoup quand les gens parlent du Lyons-Lift. Je la prononce en français, c'est-à-dire de ce passage à l'espace de Hilbert associé. Et donc aussi avec le calcul différentiel qui va. Parce que toujours trouver. Mais en fait, j'observe que quand les gens attribuent votre nom à un objet mathématique, c'est en général un des plus triviaux que vous ayez conçu dans votre existence. Parce que peut-être les autres, ils n'ont pas lu, donc les choses plus compliquées. Mais bon, je trouve ça assez amusant. Donc, pour moi, c'est la formulation hilbertienne, mais que ça ne vous empêche pas de me citer, j'adore ça. Hein. Donc, la formulation hilbertienne. Donc, ça veut dire que je vais travailler dans un... J'utilise les vieilles notations qu'on apprenait dans les cours de proba. Donc, c'est des variables aléatoires, éventuellement à valeur dans RD. Je vais mettre des valeurs absolues là où on en aurait besoin, mais ça peut être des normes euclidiennes, ça sera des normes euclidiennes. OK. Bon, on cite toujours l'attribut et la probabilité. Là, ce qui est important pour avoir une bonne formulation hilbertienne, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait d'atomes. Comme vous avez le droit de prendre absolument n'importe quoi, vous pouvez penser à L2 de 0,1 ou de 0,1 à la puissance d d'un cube. Vous avez parfaitement droit. Et la mesure de probabilité, c'est la mesure de Lebesgue. Donc ça, c'est... Ne vous faites pas de soucis avec ça. Bon, vous en choisissez un, comme vous voulez. Par exemple, ce que je viens d'indiquer. Et donc, on peut définir de la même manière des équations d'Hamilton-Jacobi dans cet espace de Hilbert. En fait, j'aurais pu faire ça dans un espace de Hilbert quelconque, mais comme ce qui m'intéresse réellement, c'est l'espace des mesures, ce qui est assez naturel, c'est de remplacer les mesures par des variables aléatoires, dont L2, ça c'est P2, c'est le deuxième moment fini, dont la loi est précisément la mesure de proba en question. Bon. Donc, Hilbert. Bon, en général, bien que j'en ai pas besoin, je préfère rajouter séparable pour pas avoir des résultats qui dépendent de choses qui sont beaucoup trop compliquées pour moi, à savoir la logique. Et les théorèmes du style axiome du choix. L'axiome du choix dénombrable me suffit largement, suffit à 99,99% de l'analyse mathématique, probablement beaucoup plus de 9. Et l'avantage, c'est que l'axiome du choix dénombrable, il n'entraîne pas de contradiction dans la construction mathématique. Ce dit en passant, c'est un truc que je ne maîtrise absolument pas, parce que je n'y comprends pas grand-chose, et qu'en plus, j'ai quand même réellement tendance à m'en foutre. Donc ce que je vous dis est probablement correct, je ne le garantis pas tout à fait, et ça me fait penser à... Il y avait quelques années un petit bouquin humoristique écrit par un ancien prof de maths de lycée qui était ensuite passé plutôt dans l'écriture. On se demande pourquoi. Et qui s'appelait La bosse des maths est-elle une maladie mentale? Bon, on connaît bien la réponse, c'est oui. Mais indépendamment de cette question provocatrice, il y avait plein d'anecdotes très très amusantes. Je recommande la lecture de ce bouquin, ça fait du bien. Enfin,
Ça fait du bien, où on peut se pendre de désespoir devant ce qui attend notre société dans les années à venir. Bon, quoi qu'il en soit, il entendait, il expliquait des éléments de ce qu'on appelle la logique mathématique, et il entendait un élève dire à l'autre « Tu comprends, toi ?» L'autre lui répondant « Non, je ne comprends rien, mais il n'y a rien à comprendre, c'est la logique mathématique. » Et je suis assez d'accord avec cette analyse. Donc, séparable ou pas, moi je préfère séparable, et voilà pourquoi. Parce qu'après, j'en ai marre d'entendre mes amis informaticiens me dire « Ah ouais, mais les maths c'est incomplet, donc c'est pas plus précis. » Je dis « Oh, du calme, les maths c'est incomplet si on s'amuse à traiter des choses bizarroïdes. » Que ce soit en théorie des ensembles, l'axiome du choix non général et tout. Bon. Donc, que ça ne vous excuse pas de tous les langages qui sont, eux, incomplets, fondamentalement incomplets, comme C. Bon, bref. Et comme beaucoup d'autres. C++, c'est pas parfait, il y a des trous, enfin bon, bref. Bon, il y en a quand même qui sont absolument, qui ont été prouvés comme étant sans trou. Tous les dérivés, bon, enfin bref. On n'est pas là pour parler d'informatique et de logiciels. Donc, quoi qu'il en soit, on peut effectivement se poser la même question avec une fonction. Alors, quand on dit continu sur H, attention. Parce que la continuité dans un espace dimension infinie n'entraîne pas l'uniforme continuité sur les boules. Donc là, ce que je veux vraiment dire, c'est une fonction qui est bornée uniformément continue. Bon, la bornitude découle de l'uniforme continuité. Il suffit qu'elle soit finie en un point, donc si elle est finie, elle est bornée, sur des boules. Donc on n'a pas besoin qu'elle soit bornée partout, mais attention, il faut quand même avoir des bornes. Et lorsque je parle de l'uniforme continuité, ce n'est pas gratuit, ça ne découle pas de la continuité. Donc en fait, ça, on va retrouver ça dans quelques temps dans le cours. C'est que lorsque on travaille avec ces foutues équations de HJB dans l'espace des mesures, si l'espace de base, il y a l'espace des mesures, c'est des mesures sur un espace de base. Si l'espace de base n'est pas borné, il n'y a pas de compacité locale. Okay? Si l'espace de base est borné, vous avez des mesures de proba sur un espace compact, et là, vous avez toute la compacité que vous voulez. Bon, et le problème, c'est la compacité étroite des moments. Donc, c'est le X2 lorsque vous travaillez dans P2. P2, c'est les mesures de proba dont le deuxième moment est fini, c'est-à-dire l'intégrale de mx2 est finie. Donc, d'avoir des bornes, c'est naturel, mais de savoir que la contribution du complémentaire de grande boule à ce deuxième moment est petite ou uniformément petite sur une suite, ça, c'est très dur. C'est en général pas gratuit. En général, la seule manière d'en sortir, c'est d'avoir un tout petit peu plus que le deuxième moment. Et donc, lorsqu'on va faire de l'analyse sur P2, on va être confronté systématiquement, si l'espace de base n'est pas compact, à un manque de compacité locale. Bon, alors ça, je l'avais mis sous le tapis l'an dernier. Cette année, on va se confronter à plein pot. Donc, ce que je disais l'an dernier était où l'espace de base était borné, compact. Donc là, bon, mais à culpa. Mais donc, il va falloir un peu faire attention à tout ceci. Alors, les définitions sont les mêmes, et on parle de fonction C1. A-t-on réellement besoin de C1 dans la démonstration précédente? Pas tout à fait. Parce que ce dont l'on a... Ah, j'y reviendrai pas. Ce qui est vraiment
trop fatigué. Ce qui est vraiment nécessaire, c'est d'être sûr qu'on crée une inégalité de viscosité. Bon, les calculs que l'on a fait avec les inégalités de convexité, on a juste besoin d'avoir un élément de surdifférentiel. Donc à la limite, que phi soit surdifférenciable, ça crée un surdifférentiel pour les fonctions, pas de problème. Donc il suffit de travailler avec des surdifférentiels. Ça, il n'y a pas de souci. Encore faut-il qu'il y en ait. Bon. Donc il faut être sûr qu'on a un surdifférentiel en tout point. Et dans ce cas, ça passe. Et puis après, on a des passages à la limite. Hein. J'en ai fait un avec delta tend vers 0, un autre avec epsilon tend vers 0. Donc, il faut être sûr que lorsque on passe à la limite dans des surdifférentiels, on reste encore dans quelque chose qui est un surdifférentiel. Bon. Alors ça, il peut y avoir un peu plus de structure en plus que je ne veux pas détailler maintenant. Mais ça, c'est pas très gênant, à partir du moment où on a des notions comme la semi-concavité, qui a tendance justement à créer cette sorte de continuité des surdifférentiels. Bon. L'exemple typique, c'est qu'à la fin des fins, on a un point où la fonction est différenciable. Eh bien ça attire tous les surdifférentiels à côté. La dérivée attire tous les surdifférentiels à côté. C'est juste pour donner un exemple. Donc je vais travailler avec C1, mais encore du chemin à faire. Parce que même C1 sur un espace de Hilbert, C1 sur un espace de Hilbert, ok, c'est comme dans Rn. Peu de choses près. Parce qu'on a une topologie naturelle sur les différentiels. Lorsqu'on travaille dans l'espace des mesures de Probin, il y a deux manières de voir les choses. Il y a en fait des tonnes de notions de... je crois que j'avais listé 3 notions de convexité dans l'espace des mesures de Probin, comme on a 3 notions de C1. On en a une qui ne sert absolument à rien, c'est le C1 du transport optimal. Je suis un peu sévère en disant qu'elle ne sert à rien, mais elle a un côté qui n'est pas... qui n'est pas optimal. Même s'il est bon de connaître toute l'analyse qui a été faite dans le transport optimal. Elle est extrêmement lourde à définir et en plus, à la base, l'analyse sur P ou sur P2 qui a été faite dans le transport optimal, elle n'était pas destinée à étudier des équations dans l'espace des mesures. Elle était destinée à étudier des équations dans RD. Et on se servait d'une interprétation en termes de mesures. Ce n'est pas des équations totalement intrinsèques. En fait, c'est des équations assez simples sur l'espace des mesures. Et je pense qu'à de rares exceptions près, ils ont bien évité, je pense à un article de Villani, je ne sais plus quel collaborateur, où Cédric essaie de dire en quel sens l'équation de Hamilton-Jacobi y est, et ils partent dans des considérations beaucoup trop abstraites et compliquées. Alors qu'en fait, maintenant, il y a un boulevard pour comprendre ça. Et donc, en fait, il travaillait dans RD, là-dedans. Et il n'avait pas besoin de travailler dans plus que RD, beaucoup plus. À la limite, il fallait comprendre ce qui peut se passer sur des géodésiques associées à des distances dans l'espace des mesures de Probin, mais ce n'est pas des EDP. Hein. Donc on est plus proche de systèmes dynamiques complexes, mais des systèmes dynamiques. Et donc ce qui a été fait, il y a des tas de résultats absolument merveilleux. Je ne suis pas en train de critiquer ce qui a été fait, mais je suis en train de dire en quoi on a besoin d'un point de vue un peu différent. Donc, cet aspect-là, qui est au fond une notion de différenciabilité le long des géodésiques, mais vous voyez que tout de suite vous rentrez dans le problème, c'est que les géodésiques, il n'y a pas d'unicité en général. Donc il y a des tas de singularités dans l'analyse sur P2. D'où tout un tas de problèmes techniques que l'école italienne
à contourner, explorer, jusqu'à ce que mort s'en suive. Le deuxième point de vue est un point de vue qui également ne sert à rien, en tout cas lorsqu'on sait que la masse totale des mesures est égale à 1. Mesure de proba. Si on était plongé dans des espaces de mesure sans la masse totale, attention. Il y a beaucoup de choses que je vous dis dont on ne connaît pas, à commencer par le prolongement hilbertien. Donc c'est de dire, c'est un sous-espace, c'est un sous-ensemble convexe de l'ensemble des mesures, voire de l'ensemble des mesures positives. L'ensemble des mesures, c'est un espace de Banach. J'ai une notion de différentiabilité et de calcul différentiel, donc C1 a un sens. Bon, ça non plus, pour les équations dont je vais parler, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut pondérer cela. Hein. Je vous rappelle qu'il y a 2 ans, oui, c'était il y a 2 ans, j'ai fait un cours sur le contrôle avec information partielle, le contrôle d'équations de Sakai, etc., etc. Donc les équations de HJB que l'on avait dans ce cas-là étaient des équations de HJB qui, de par même le formalisme de Sakai où les probas conditionnels, ce sont des densités conditionnelles non normalisées qui donnent l'équation la plus simple, savoir l'équation de Sakai ou de Sakai, Duncan, Mortensen, peu importe. Ces équations, on a des mesures qui ne sont pas de masse 1. Et d'ailleurs, la masse, c'est lié aux observations, la masse bouge. Dans ce cas-là, tout ce que je viens de vous dire, il ne reste plus qu'un de calcul différentiel. C'est celui qui consiste à travailler sur l'espace plat des mesures. Et en même temps, on perd beaucoup en faisant cela. Et puis le troisième calcul différentiel, c'est sur l'espace des mesures, c'est de faire ce plongement hilbertien et donc de se ramener, et je reviendrai là-dessus par la suite, mais je voulais vous remémorer un certain nombre de choses, c'est plonger tout ceci dans un espace de Hilbert, ce qui est le cas là, auquel cas C1, il n'y a pas de souci. Donc ça fait 10 minutes que je pérore sur C1. Pour la suite du cours aujourd'hui, vous pouvez instantanément oublier tout ce que je viens de dire. Si vous en gardez quelques souvenirs, ça sera utile pour la suite. Mais ce n'est absolument pas nécessaire pour la comprendre à la fin du cours. Ouais. Alors, donc j'ai maintenant des inégalités. Donc, en toute logique, je ne devrais pas écrire ça comme un corollaire, puisqu'il s'agit du même énoncé, mais dans un cas plus général. Donc, c'est vraiment une conséquence de la démonstration. Allez, je vais mettre corollaire quand même, parce que pour moi, ce n'est pas franchement nouveau. Il s'agit juste de voir où ça coince. Bon. Alors, le corollaire consiste donc à dire que on a les mêmes énoncés. Toujours sous solution de viscosité. Donc, phi C1, c'est pour les fonctions test pour la notion de solution de viscosité. Donc, qui ont cette régularité. Bon, alors comme d'habitude, ça c'est, je le dis en passant, on n'a pas réellement besoin d'être totalement buc. Hein. Il y a toujours un côté SCI, SCS. Alors, il y a aussi, c'est pénible à écrire parce qu'il faut faire attention au manque de compacité locale. Donc, il y a une petite compensation à faire. Donc, je gomme ça. Donc, il faut que les restes soient... pour certaines étapes de démonstration, cela peut être utile d'avoir des restes qui sont un peu mieux. Enfin, qui sont un peu plus uniformes sur les bornées. Donc, V1, V2 sous solution entraîne, sous les mêmes hypothèses que précédemment, que f de V1, V2 est sous solution. Donc ça, c'est le même résultat. Parfait. Donc je ne vais pas me relancer. Et maintenant, on scanne la démonstration. Comment ça commence ? On doit regarder des points de maximaux locaux stricts. Alors, le strict, on peut toujours l'atteindre
en disant si j'ai un point de maximum, je lui retranche, donc je parle surtout en x, j'ajoute à la fonction test ceci. Ça présente plusieurs avantages. C'est que, 1, évidemment, je ne change pas la valeur du gradient en x0. Et là, maintenant, là où j'avais un point de maximum, il est strict, mais il est même exposé. Au sens où, lorsque j'ai une suite maximisante, ben, il va falloir que ça tende vers 0. Et donc, j'aurai la convergence dans H forte. Donc ça, c'est un bon point pour les passages à la limite. D'ailleurs, on voit que d'avoir une norme au carré différenciable, enfin le carré n'est pas la chose la plus importante, mais il vaut mieux qu'il y ait le carré pour que ça soit différenciable, en 0, ça joue un rôle. Bon, alors il y a toutes ces digressions, il y a eu quand même, à cause de notre longue série d'articles avec Mike Randall en dimension infinie, on a commencé à faire des liens, il y a eu tout un tas d'articles des spécialistes de la géométrie des espaces de Banach qui commençaient à regarder ça parce qu'il y a des histoires de bump function, c'est lié à la géométrie des espaces de Banach, de norme différenciable est le plus simple dans le catalogue. Bon, j'ai même pas tout suivi, hein, donc, mais de cette remarque pseudo-bibliographique sans intérêt, je retire quand même une chose, c'est que dans l'espace de Hilbert, il n'y a pas de problème pour localiser comme ça, mettre global strict. Comment on va faire sur l'espace des mesures? Ok, on en reparlera un peu plus tard. Donc, moins gamma x moins x0 carré, on peut rendre le point de maximum strict et même exposé. Mais aujourd'hui, je ne touche pas à l'espace des mesures. Ça, c'est une bonne chose. Mais quand je fais une petite perturbation, mettons l'étape de f delta à f, il faut créer un point de maximum. OK? Créer un point de maximum. Ben ça, créer un point de maximum en dimension finie, borné sans compact. Lorsqu'on n'est plus localement compact, ben, y a un souci. Alors, soit il y a plusieurs techniques, soit, comme on l'avait vu il y a quelques années, on a dans l'équation un terme compactifiant. Bon, là, il n'y a rien. Soit... Alors 3, du coup, il m'en manque une. Soit, oui, on peut essayer de se servir, ça c'était ce qu'on avait fait dans la série de 9 articles avec Mike Randall, on peut se servir du principe d'optimisation approchée d'Ekland, qui est assez bien, qui dit la chose suivante, après tout, c'est bien que je vous raconte ça, c'est un très joli truc qui même est valable dans un espace métrique. On peut supposer compact si vous en avez envie. Non, compact, c'est une connerie, ce que je viens de dire. Donc, vous voulez résoudre ceci, 1 de j de x pour x dans E. Donc, c'est un espace métrique complet. C'était complet, je voulais dire. Parce qu'on va créer une suite de Cauchy. Et donc, il faut que j soit minoré. Hein. Je crois que J minoré, espace métrique complet, c'est tout ce dont on a besoin. Et J est CI. Je crois qu'il n'y a pas d'autres hypothèses. Tu me confirmes ça? Bon. L'inf de J de X. Bon, ben ça, en général, il n'y a pas de minimum. Hein. Si on est un espace dimension infinie, il n'y a pas de minimum. En revanche, je vais l'écrire comme ceci. Quel que soit epsilon, donc la métrique CD, il existe un point x epsilon, tel que j de x plus epsilon, la distance de x à x epsilon, est supérieure ou égale, et ça suffit. En d'autres termes, x epsilon et le minimum de j plus epsilon, la distance à lui-même.
Alors j'ai toujours trouvé ce résultat, la démonstration est élégante, j'ai toujours trouvé ce résultat, le lemme d'Eklund, absolument merveilleux. Alors ça, on peut s'en servir dans les équations, mais évidemment, vous voyez que ça veut dire que dans la fonction test, vous rajoutez un d de x epsilon. Et ça, ce n'est pas différenciable. Alors bon, ou alors on rentre dans les surdifférentiels, mais ça a le mauvais signe. Donc la manière dont on s'en tirait avec Mike Handel, c'était qu'on était obligé de perturber l'équation, c'est-à-dire que chaque fois qu'on regarde h de x et de p, on se permet pour sous-solution le minimum de h et de x et de q pour tous les q qui sont à distance au plus epsilon de p, ou le maximum. Donc on se permet des petites perturbations. Alors en plus, quand on a des dérivées singulières, comme il y en aura un peu plus tard, c'est quand même assez dangereux. Parce que en termes de dérivation, la dérivée de la distance, c'est quelle que soit la métrique qu'on regarde, elle est en métrique de taille inférieure ou égale à 1. Mais ça, c'est la plupart des dérivés comme ce que je suis en train d'écrire. Pensez la longueur du gradient ici. En revanche, si on commence à avoir des dérivés dans des directions singulières, là, ça explose. Sauf si on a un petit miracle entre la distance et la direction. Donc ça, c'est un peu dangereux en dimension infinie, mais c'est une voie que je voulais vous signaler parce que c'est un très joli résultat de ce qu'on appelle l'optimisation approchée. Alors il y a une énorme littérature sur l'optimisation approchée, surtout à partir du moment où il y a eu le lemme de Stegall avec l'extension de Bourgain et puis après une explosion liée à la géométrie des espaces de Banach. Et là, je ne peux même pas vous en parler, je ne connais pas. À part savoir que ça existe, je n'ai aucune connaissance sur le sujet. Et donc, la deuxième chose, c'est le lemme de Stegall. Vous voyez que grâce au côté strict, même en perturbant, au fond, je peux travailler sur une certaine boule. Parce que sur une petite boule, sur le bord de la boule, ce sera très très négatif. Et je cherche à maximiser. Donc je vais faire simple, je vais prendre une fonction j qui est SCI sur un borné. Alors, dans un Hilbert, il n'y a pas d'hypothèse. Dans les Banach, je ne me souviens plus très bien de l'hypothèse. Bon, en tout cas, réflexif séparable, je suis sûr que c'est vrai. Donc, dans tous les LP, c'est vrai. Mais dans L1 et l'infini, on ne sait pas. Okay, enfin, on ne sait pas. Peut-être que ça, ils ont tiré ça au clair. Si je devais parier, je dirais que c'est faux. Mais bon. Et puis, ça dépend de qu'est-ce que l'on entend par les formes linéaires. Bon. Donc, ce que Stegall va démontrer, c'est que quel que soit epsilon, il existe une forme linéaire. Je ne vais pas me servir de l'identification du dual de Hilbert avec lui-même. Il existe une forme linéaire qui nous dit que j de x plus L epsilon de x, et il existe x epsilon, tel que j epsilon de x plus L epsilon de x soit, on cherche à minimiser, oui, soit supérieur à j de x epsilon plus L epsilon de x epsilon. Donc l'epsilon, c'est une forme linéaire continue, un élément du dual, topologique, bien sûr. Et ce qu'on est en train de dire, c'est que si je perturbe J par une forme linéaire continue, alors on a un point de minimum. Et le epsilon, c'est pas, il sert à quelque chose, parce qu'on va dire que la norme de L epsilon dans le dual est inférieure à epsilon. Et ça, c'est, disons, quel que soit x dans B. Bon, en fait, qu'est-ce qu'il faut supposer sur B? Je crois que c'est un convexe borné fonctionne. Après, il y a d'autres objets plus merdiques. Donc, il y a
si c'est défini sur l'espace tout entier, il faut faire attention au comportement à l'infini, il faut que ça croisse un peu plus que linéairement, enfin, plein de variantes. Après, la question de savoir dans quels espaces ceci a-t-on le droit de le faire, eh bien, dans les espaces hilbertiens, dans les banards séparables réflexifs, pas de souci. Dès qu'on commence à toucher au cas limite, si L infini, les fonctions continues, L1, les mesures, attention. Donc, les théorèmes ne s'appliquent pas. Il y a quelque chose en plus, c'est qu'en plus, non seulement il y a un point de maximum, mais le maximum peut être rendu strict et même exposé. Donc ça, il y a les variantes, Bourgain est passé par là, etc. La démonstration de Stegall, ou d'ailleurs celle de Bourgain, Bourgain avait fait un lecture notes à Paris quand il donnait un cours à Paris il y a très longtemps et qui développe très bien ces idées. Les démonstrations sont aussi, c'est comme dans Eklund ou dans Eklund-Lebourg, parce qu'il y a eu un article poursuivant ceci entre Ivar avec la collaboration avec la collaboration de Gérard Lebourg. Sont des démonstrations très élégantes. Hein. Donc en fait, quels sont l'ensemble des formes linéaires sur lesquelles, ça c'est l'optimisation approchée, sur lesquelles on peut faire des perturbations. Donc c'est des histoires de G delta dense au sens... voilà, bon, il y a plein de choses. Là, je ne fais qu'effleurer la surface de ce qu'on appelle l'optimisation approchée, qui est une notion, certes un peu théorique, mais vraiment très utile. Et il y a quand même des algorithmes qui s'inspirent de cela. Bon. Alors donc, mon choix pour les problèmes que je vais regarder, et vous avez bien compris que cela dépend des problèmes que l'on va regarder, c'est d'utiliser le lemme de Stegall, parce que là, du coup, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a vraiment plus rien à faire. Parce que qu'est-ce qu'on est en train de dire? Le L epsilon, je peux penser que L epsilon est dans l'espace de Hilbert, hein, et que ce que j'ai, c'est le produit scalaire de L epsilon et de X. C'est ça l'action de ma forme linéaire sur X. Et donc, qu'est-ce que je suis en train de mettre dans l'hamiltonien? Je suis partout où j'avais une expression, je lui rajoute quoi? Je lui rajoute L epsilon. Et L epsilon est de taille inférieure, en norme inférieure à epsilon. Donc, dans toutes mes inégalités, ça compte presque pour rien. Donc, je ne vais pas refaire les démonstrations pour que l'on voit qu'effectivement, comme la norme est petite, ça ne change rien. Mais c'est assez transparent. Donc, strict, on a ceci, et puis Stegall. D'ailleurs, je ne suis pas tout à fait sûr qu'on doive dire Stegall ou Stigall, je ne sais pas. Certainement Stegall, mais bon, ça ne change rien, on est entre nous. Alors, mais ça c'est la force de l'habitude. Oui, pourtant Mike disait Stegall, donc bon, j'en sais rien. Ça n'a rigoureusement aucune espèce d'importance. Alors donc, quand on voit ça, on se dit, bon, ok. Bon, x moins x0 carré, c'est embêtant pour l'espace des mesures. Parce que là, on a envie de remplacer par la distance de Wasserstein 2 au carré. Pas forcément différenciable en x0, en m0, distance de m0 carré. Mais le 2, je peux mettre 4 si j'en ai envie. Et là, du coup, même la distance de Wasserstein, elle devient, en ce point-là, elle devient bonne. Parce qu'une distance à la puissance 4, ou à n'importe quelle puissance, la distance au carré, ça ne suffit pas, mais dès qu'on est au-dessus de 2, ça devient différenciable et la dérivée est nulle. Bon, alors ça, c'est... mais c'est égal. Comment on se dépatouille? Alors ça, c'est un des deux points que j'aborderai dans mon séminaire le 7 novembre. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Et comme c'est un des deux points que j'aborderai dans mon séminaire
en septembre. C'est quoi l'analogue de Stegall? Bon, alors ça, on a compris ça avec Charles, et je vous raconterai ça en novembre, parce qu'on peut l'isoler complètement de toute la suite. Et donc là, je suis enfin en train de faire une liste de tous les outils qui permettent de compléter tous les trous dont je ne vous ai pas parlé l'an dernier. Ce n'est pas pour jeter un voile pudique sur certains aspects que je ne savais pas faire, c'est que pour certains, je ne les avais même pas vus l'an dernier dans le cours. Bon. Donc maintenant, on a serré tous les boulons, ça devient un travail absolument monstrueux, et dont on est obligé d'extraire des tonnes de parties, et ce travail, c'est donc avec Takis Sougaridis et Charles. Donc, dont on extrait des parties qui ont un intérêt en elles-mêmes. OK. Donc ça, c'est... Bon, ça, je ne vais pas me lancer sur la solution au plus quadratique, je ne vais pas commencer. Donc ça, c'est fait. Et je pense qu'il est moins 3 minutes, et je ne vais pas me lancer maintenant dans un nouveau sujet. En tout cas, merci de m'accompagner dans ce sprint, enfin, façon de parler, 18 heures, dans ce sprint final. Donc, je devrais vous compter pour voir si la règle n fois xn égale constante est vérifiée. Mais de toute façon, je serai là. En attendant, bonne semaine.